présence. Nous commençons par l'approbation du PV du... C'est juste, ça n'est pas grave, c'était la veille. Si, c'est juste. Oui, oui. Voilà. Qui s'oppose à l'approbation de ce PV? Personne. Qui s'abstient? Personne. Il est adopté. Merci. Alors, j'ai les procurations de Victor et Barbier en faveur de Denis Lorner, de Patricia Beulen pour moi-même, et de Dolores Rouf en faveur de Jean-Bernard Faure. Pierre Philips pour la réalisation des travaux intérieurs et extérieurs durant les vacances scolaires, ainsi que l'investissement réalisé dans les nouvelles classes dispositifs CP à effectif réduit. Je rappelle que ça représente un peu moins de 200 000 €, mais pas beaucoup moins. Le remerciement de la famille suite aux condoléances adressées à l'occasion du décès de Mme Patricia Mengus. Les remerciements de la troupe du Théâtre Concordia pour la mise à disposition gracieuse des locaux au foyer Gaston Berne pour les répétitions. Enfin, je voudrais vous communiquer, enfin c'est André qui va le faire, les nouveaux horaires d'ouverture de la bibliothèque municipale. André. Donc le lundi et le mercredi de 10h à midi et de 13h30 à 17h. Le mardi et le jeudi de 10h à midi et le vendredi de 9h à 11h30. Nous avons donc la bibliothèque sera ouverte beaucoup plus longtemps et davantage qu'elle ne l'était jusqu'à présent. Très bien, merci André. Enfin, les bénéfices générés par l'opération Vélo de l'amitié, cette année, 2382,54 € au profit de la FAEI, Association familiale d'aide aux personnes ayant un handicap mental des régions de la Rosselle et de l'Anier. Enfin, je souhaiterais rajouter un point supplémentaire à l'ordre du jour. Je vais vous recevoir bien sûr de votre autorisation. Ça concerne la dénomination de 2 rues qui n'ont pas de nom à l'heure actuelle et dont l'une porterait le nom du gendarme Sébastien Toulin, qui se parle traduitement dans quelques circonstances, vous le savez. Alors, qui s'oppose au rajout de ce point? Personne qui s'abstient. Donc on rajoutera ce point. Alors premier point, délégation. Conformément aux dispositions des articles L2122-17 et L2122 et L22-23 du Code général des collectivités territoriales, l'Assemblée est informée des décisions prises par application des délégations accordées par le Conseil municipal en date du 19 juin 2014. Signature de l'avenant numéro 4 au marché d'exploitation des installations thermiques pour intégrer au contrat de base la maintenance de chaudière gaz sur le site de Nonatime. Enfin, anciennement Nonatime, on devrait dire. Voilà. Il s'agit seulement d'une information. Et on peut passer au point numéro 2. Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor. Je passe la parole à Roland. Donc je vous passe les textes de loi. Donc les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, verser des indemnités supplémentaires aux agents des services déconcentrés de l'État au titre des prestations fournies personnellement en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans les 10 services et établissements publics de l'État. Donc, donc, bien que l'Assemblée délibérante ait déjà alloué cette indemnité à l'ancien receveur municipal de la ville, le changement intervenu au 1er juillet 2018 avec la prise de fonction
fonction de Mme Dorkel Altmeyer nécessite une nouvelle délibération pour autoriser le versement de l'indemnité de conseil au comptable public. Il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer sur l'attribution de l'indemnité de conseil au receveur principal, donc en attribuant une indemnité de conseil à Mme Dorkel Altmeyer, receveur municipal, conformément au texte en vigueur, et en fixant le taux de cette indemnité annuelle à 100%. Donc on avait voté ça déjà en début d'année pour l'ancien percepteur à raison de 100%, mais comme il est parti en milieu d'année, on fait les mêmes conditions. En fait, évidemment, celui qui est parti a touché les 6 mois et elle touche les 6 mois suivants. Simplement, il faut aider. Voilà, donc c'est pas des dépenses supplémentaires, c'est un transfert. Voilà, qui s'oppose à cette proposition? Personne? Qui s'abstient? Personne? Le point est adopté, je vous remercie. Et nous passons au point numéro 5, subvention pour le club de l'Hôpital. Je passe la parole à Gilbert. Comme précisé lors du dernier conseil municipal, la subvention annuelle de fonctionnement de l'association Football Club de l'Hôpital est versée en 2 temps. La première partie de la subvention a couvert les dépenses liées à la reprise du championnat 2018-2019. La deuxième partie, objet de la présente délibération, prendrait en charge le fonctionnement courant du club. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement d'une subvention complémentaire de 10 000 € à l'association. Les crédits nécessaires sont prévus à l'article 65-74, subvention de fonctionnement aux associations et autres. Comme vous le savez, tous les clubs de foot de toutes les communes ont beaucoup de mal à vivre devant la faiblesse du public, la difficulté de trouver les sponsors. Oui, Christophe. Alors moi j'aimerais intervenir sur ce point parce que j'avais intervenu le 26 juin 2018 lors du point numéro 8 où on avait déjà alloué une subvention de 10 000 €. À ce que je me souvienne, ce n'était pas prévu que ça soit fait en 2 temps. On avait débattu là-dessus parce qu'on avait dit qu'en 2017, ils avaient été destinataires de 24 000 €, ce qui était déjà énorme avec tous les frais qui engendraient eau, électricité, on paye encore un concierge, donc ça si on rajoute à la subvention, on est presque à plus de 40 000 €. Donc moi je trouve ça vraiment, c'est injuste dans la manière de gérer les associations actuellement à l'hôpital. Il faut être plus juste par rapport à ce qu'on donne. Moi j'ai un attachement profond pour les assos, je vais voir, je me rends sur place, je parle avec les présidents, mais moi je ne peux pas être pour 20 000 € pour une subvention de 20 000 € à un club, à une association qui joue un des derniers niveaux du football français, où on se rend compte qu'il n'y a pas énormément de gamins, donc ça n'engendre pas des frais pour payer les entraîneurs. Donc moi, on souhaiterait savoir et voir les comptes de ce club une fois pour toutes, parce qu'il y a quand même des élus qui siègent dans cette commission. On avait voté une fois une convention où il y avait 4 ou 5 élus qui ont été mis en place pour suivre les comptes du club. Mais il n'y a aucune transparence, on ne voit rien. On donne les yeux fermés, alors qu'au point numéro 4, où on parle des honoraires consulting suite à la baisse des dotations, on paye des cabinets pour un peu nous aider et tout, et à côté de ça, on donne des sous sans forcément regarder ce qu'il est fait. La question qui se pose, Voilà, est-ce qu'on veut tuer le club ou est-ce qu'on veut que le club... Non, justement, on n'est pas là pour tuer. On est juste là pour être un peu plus juste dans ce qu'on donne. C'est quand même de l'argent public, on doit savoir où ça va. Aujourd'hui, au niveau du football, on ne sait pas où ça va. Ça va chez qui? Il y a annuellement une assemblée générale. Moi, ça manque juste de transparence. Si moi, on ramène les documents en disant, voilà, Christophe, on a pour 20 000 € de frais d'entraîneur et tout, moi, je peux encore le comprendre. Mais franchement, je vais régulièrement au stade, je vais quand même m'informer de ce qui se passe dans ma ville, mais je trouve que c'est vraiment injuste, avec tout le respect que je dois au football, à toutes les associations. Mais là, je ne peux pas être d'accord. 20 000 €, je ne peux pas. Alors que c'est une association qui ne s'implique pas pour la ville. Ils ne sont pas là à la fête du chou, ils ne sont pas là quand on a besoin d'eux. Ben, c'est normal, ils reçoivent 20 000 € par an. On n'a pas besoin de s'investir. Hein. Et c'est là où ça me gêne un petit peu. Pas 20 000, ça me gêne 10 000. Ah non, 10 000 en juin, plus 10 000 en novembre. Ouais, mais bon, moi je trouve que ça fait même 10 000. Franchement, dans l'absolu, même 10 000, c'est quand même beaucoup. Après voilà, moi je viens contre les gens qui s'investissent, le bénévolat. Vous le savez tous, j'en fais depuis plus de 25 ans du bénévolat. Mais je demande juste que ça soit un peu plus réglo.
qu'on sache un peu où va notre argent, mais on ne veut pas la vente du football, j'entends bien. J'entends bien, j'ai été joueur de foot pendant 25 ans. Mais quelque part, c'est ça que j'ai envie d'alerter, de savoir quand les gens ils voient ça, ils se disent on donne encore 10 000 euros, on dit mais Christophe, il n'y a plus rien, moi je vais là-bas, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on répond là-dessus? Quand même quelque chose, il y a. Voilà, moi j'aimerais une fois pour toutes qu'on me justifie, surtout qu'il y a 4 élus, alors je ne sais pas lesquels nominativement, et on les avait élus pour siéger dans le conseil d'administration du club, pour qu'il y ait justement un œil de la mairie, mais il n'y a rien qui en ressort, on voit rien. C'est tout, c'était juste une parenthèse. Voilà. Bien, alors qui s'oppose au versement de cette subvention? 3 oppositions. Qui s'abstient? Voilà, on souhaite regarder Mme Beulen. Le point est adopté, je vous remercie. Non, ils ont compté 5. Donc je répète, 3 oppositions, abstention donc 1, 2. Je suis membre du comité. Gilbert. Abstention. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vois, Christophe, tu sais qui est dans le comité. Ça n'a rien à voir. Non, mais Ça n'a c'est pas. strictement rien à voir. Là, tu ramènes quelque chose, tu aurais mieux fait de la fermer, là. Ça n'a strictement rien à voir. Parce que tu ne sais pas de quoi tu causes. Lui, il sait que toi, non. Alors, je te prie de rester tranquille. Faut pas ramener des choses que tu ne connais pas. Le point d'adopté, nous passons au point numéro 6, décision modificative numéro 1 du budget principal. Je passe la parole à Roland. Mais comme tous les ans, quand on arrive en fin d'année, il faut prendre l'argent, la rouler pour le mettre là où on en a besoin. C'est en ça que consistent les décisions modificatives. Donc les opérations de fonctionnement et d'investissement programmées dans le budget principal 2018 nécessitent donc les ajustements que vous avez sur vos tableaux. Donc au chapitre 67 673 020, titre annulé sur l'exercice antérieur 8 000 euros, compensé au chapitre 014 739 223 020, fonds de péréquation, ressources communales et intercommunales. Donc on prend sur un compte pour équilibrer l'autre, ce qui est d'ailleurs mis en conclusion, les mouvements s'équilibrent en recettes et en dépenses. Premier point. Section d'investissement. On récupère sur le chapitre 270, 23 13 020, intitulé Construction, 10 000 euros. Au chapitre 271, 21 83 2, matériel de bureau et matériel informatique, moins 20 000 euros. Au chapitre 23 18 324, autre immobilisation corporelle, moins 15 000 euros. Au chapitre 21 88 020, autre immobilisation corporelle, moins 15 000 euros. Et pour compenser, le chapitre 204 23 15 822, installation matériel outillage technique, plus 60 000 euros. En fait, on prend de l'argent là où il y en a pour permettre de financer des factures de port de bois. Ça, c'est pour la section d'investissement. Évidemment, ça s'équilibre comme précédemment. Enfin, écriture de régularisation. Au chapitre 13 11 020, État et établissements nationaux, c'est des subventions qui étaient mal imputées, c'est ça
Ouais. Donc, on récupère, non, on pense de 13 200 euros. Au chapitre 020, département, plus 95 000 euros, c'est également des subventions concernant le parking de l'origine. Enfin, en recette, on met au chapitre 13-21-020, État et établissements nationaux, une rentrée de 5 700 euros qui correspondait au versement pour le columbarium, c'est la participation de l'enveloppe de Madame la députée, c'était la précédente députée, Oui, c'était encore Paola Zanetti. Oui. Ensuite, 13-23-020, département, plus 95 000 euros, là c'est la subvention du département concernant le parking. Et enfin, au chapitre 13-41-020, dotation d'équipement des territoires ruraux, on a une subvention de 7 500 euros qui concerne les travaux effectués au tennis. Voilà, les mouvements dans ces différentes opérations s'équilibrent en recettes et en dépenses. Merci, Roland. Bien, qui s'oppose à l'adoption de ces décisions modificatives? Personne. Qui s'abstient? Personne. Ne point à lever, je vous remercie. Voilà. Une abstention. Une abstention, oui. Notre poste était réel. Aujourd'hui, la seule conséquence, c'est la réduction des horaires d'ouverture. Vous le savez, la poste sera transférée en mairie à partir de février 2019. Début février. Je ne voudrais pas que ce bâtiment là-haut reste en place et devienne une verrue. Il y avait un acquéreur potentiel pour le bâtiment qui voulait y installer un magasin de fruits et légumes. Bon, ce projet a capoté. Donc pour l'instant, il n'y a plus d'acquéreur. On avait sollicité la poste pour savoir à combien il estimait le valeur du bâtiment il y a 2 ans. Et ils en voulaient 250 000 euros. On a fait à cette époque-là une contre-proposition à 80 000. On n'a jamais eu de réponse. Donc maintenant qu'ils sont sûrs que la poste sera transférée en mairie, ils sont évidemment disposés à vendre le bâtiment. Donc le point porte sur... J'aimerais bien que le conseil municipal m'autorise à proposer 80 000 euros et on pourrait y transférer la bibliothèque municipale qui marche bien, qui a besoin de s'étendre, et ça libérerait aussi de l'espace dans le bâtiment Mulz pour la SVH, pour les jeunes. Voilà, est-ce qu'il y a des commentaires? Oui. Bah écoutez, moi je ne comprends pas cette décision que vous avez de racheter un bâtiment. On n'a pas à se substituer aux agences immobilières. La Poste, ils auraient dû prendre la tâche d'une agence immobilière pour vendre ce bâtiment. Ce n'est pas une fois de plus à la ville, avec les données publiques, d'acheter un bâtiment qui, vous le connaissez tous, franchement, on rentre dedans, il y a tout à refaire, et encore au moins 200 000 euros à mettre dedans. Alors moi, c'est nouveau une décision que je ne comprends pas. On dit depuis des années, il n'y a plus de dotation, il n'y a plus d'argent, on boucle les budgets difficilement. Il n'y a pas de et on vient dire aux gens, on va acheter 80 000 euros, on va venir, on prend 80 000 euros à un bâtiment, et on veut nous faire croire qu'il va y avoir la bibliothèque dedans, parce qu'il faut un prétexte pour un achat. Mais on ne peut pas être d'accord avec ça. On ne peut pas. Combien vous avez estimé les travaux de rénovation? Le jour où on se propriétaire, on prendra le bureau d'études et on regardera. Je rappelle qu'il y a ça coûte encore de l'argent à bureau d'études. Il y a deux logements en haut qui pourront être loués et qui permettront de couvrir le montant de l'emprunt. Mais est-ce que c'est à la commune de faire agence immobilière ou est-ce que vous voulez encore sous-traiter à une agence immobilière extérieure? Pardon? Est-ce que c'est la commune qui fera agent immobilier ou est-ce que ça sera encore une agence extérieure qui va avoir le marché pour... Parce que vous dites vous achetez, après on fera une étude. Oui, mais après, une fois qu'on l'a acheté, on est bien obligé de faire les travaux. Moi je dis, quand on achète quelque chose, il faut estimer déjà les travaux à faire après. Au début, on avait voté une motion, on était contre de mettre la Poste dans la mairie. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais. Et on passe de ça... Mais maintenant on l'achète. Non.
pas à nous d'acheter, il y a autre chose à faire. Vous aviez dit lors d'un conseil, on a une ville, on a le nombre d'installations sportives et publiques d'une ville de plus de 15 000 habitants. Et là, on se rajoute encore un bâtiment qui va falloir entretenir, déjà rénover, entretenir, alors qu'on n'arrive déjà pas à entretenir les existants. Quand je vois en bas au Puy 2, il y a une fuite d'eau depuis 15 ans, il faut aménager ci, ça. Non, moi je trouve que Parce que je pense que cet argent serait mieux utilisé ailleurs. Il y a pas mal d'autres travaux à faire. Hein. Pas l'utiliser, le garder. Ça, c'est notre choix. Ça risque de devenir une zone supplémentaire en ville. Il y a peut-être quelqu'un de bien qui va l'acheter, qui va faire quelque chose de bien. Hein. Une personne d'ici 1 ou 6 mois, maintenant, va peut-être se dire je l'achète, je vais le transformer en appart, j'en sais rien moi. Mais je trouve que c'est nous dommage de demander aux contribuables de Schmitt de payer. C'est pas à nous, je suis désolé, c'est la Poste qui doit se débrouiller. Ils ont décidé de fermer, ils se débrouillent. C'est pas à nous. Alors demain, je vends ma maison, je viens à la mairie, je dis vous pouvez pas me la racheter pour. Pour l'instant, il n'y a pas de décision, c'est une proposition. Voilà. C'est le vote qui va déterminer. Hein. Voilà, c'est notre avis. En l'occurrence, il ne s'agit pas d'acheter, il s'agit juste de pouvoir faire une proposition. Si on fait une proposition, ça donne l'objet d'acheter. Hein. C'est moitié du temps. On ne va pas jouer sur les mots. Nous, on a donné notre avis. On a donné notre avis de la situation. Je comprends bien, mais je comprends bien ton avis. Il y a pas notre avis. Simplement, il y a aussi autre chose à considérer, c'est que, bon, vu l'emplacement de la Poste, vu l'endroit où elle est, d'abord, la proposition de rachat, c'est pas pour rendre service à la Poste, contrairement à ce que tu sembles affirmer. C'est pas un arrangement entre la Poste et nous. Pour l'instant, on vous demande juste le droit de faire une proposition. Mais vu l'emplacement, je pense qu'il est de l'intérêt public que ce bâtiment-là reste dans le giron de quelque chose de la commune pour en faire quelque chose de public. Et je ne vois pas là-bas, sur la place du marché, des appartements, par exemple. Si ça sort du domaine du... Regardez ce qui est devenu le bâtiment du Plicis. Hein. La commune n'a jamais proposé de le racheter, mais voilà quelque chose qui a été vendu à un privé, et on voit aujourd'hui dans quel état il est ce bâtiment. Un bâtiment magnifique. Bien, je propose de passer au vote. Alors, qui s'oppose à cette proposition, qui, je regrette volontairement, n'est pas une proposition de rachat, c'est une proposition pour une proposition. Donc 5 propositions. Qui s'abstient? Des abstentions. Nous passons au point suivant, numéro 8. Incorporation de voirie au domaine communal. Je passe la parole à André. Il est rappelé au conseil municipal que la prolongation de l'impasse des sports est achevée et assimilable à de la voirie communale. Il convient de placer cette voie dans la voirie communale. Vu les différents articles cités ci-dessous, et considérant que l'opération envisagée n'a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, et qu'au terme de l'article L 141.3 du Code de la voirie routière, le classement et déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Il vous est proposé de décider le classement de la voirie communale de la prolongation de l'impasse des sports pour une longueur de 136 mètres. De donner tout pouvoir à M. le maire pour procéder aux démarches et formalités nécessaires à la modification du tableau de classement de la voirie communale et du document cadastral. Je rappelle que c'est un des paramètres qui définit la DGF qui nous a accordé annuellement. La DGF tient compte de la longueur de la voirie communale. Je ne pense pas qu'il y ait de problème là-dessus. Oui? Peut-on savoir combien il y a de permis de construire, de déposer concernant cette extension? Il y en a un sûr. À ma connaissance, 2 ou 3. Hein? Il y en a un. Les autres, les terrains sont à vendre, c'est écrit sur le parcelle. Je me promène là-bas. Bien, alors, qui s'oppose à l'incorporation de cette voirie dans le domaine communal? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté, je vous remercie.
Point numéro 9. Instauration de la taxe d'aménagement majorée à base des sports. Annule et remplace la délibération du 28 octobre 2016.6. Vu le Code de l'urbanisme et notamment son article L. 331-15, vu la délibération du Conseil municipal de la ville de l'Hôpital en date du 25 novembre 2014 fixant le taux de la taxe d'aménagement sur le territoire communal, considérant que l'article précité du Code de l'urbanisme prévoit que le taux de la part communale de la taxe d'aménagement puisse être augmenté jusqu'à 20% dans certains secteurs, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseau ou la création d'équipements publics généraux sont rendus nécessaires pour admettre les constructions. Considérant que le secteur délimité par le plan joint Impasse des sports nécessite, en raison de l'importance des constructions à édifier dans ce secteur, la réalisation d'équipements dont la liste est détaillée dans le programme d'équipement public ci-après. Considérant qu'il ne peut être mis à la charge des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants et usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnel à ceux-ci. Considérant que le secteur délimité sur le plan joint nécessite, en raison de l'importance des constructions édifiées dans ce secteur, l'établissement d'une voirie, la mise en place des réseaux eau et assainissement, des réseaux secs, des réseaux basse tension, des réseaux télécoms, des terrassements et de l'éclairage public. Le coût des équipements publics s'élève dans sa totalité à 195 649,56 € tout cas compris. Le tableau nous donne dans les secteurs et leurs coûts. Considérant que les hypothèses de programme de construction nouvelle dans le secteur exprimées sous la forme d'orientation et de programmation en application de l'article L. 123.1.5 du Code de l'urbanisme ont été évaluées à environ 10 maisons individuelles. Le programme prévisionnel d'équipement public fait apparaître un coût à la charge de la commune de 42 437,20 € hors taxe, qui correspond à la part proportionnelle des équipements publics qui incombe à la commune pour équilibrer autant que possible les charges foncières des futurs constructeurs, aucune subvention n'ayant été obtenue sur cette opération. Considérant que les hypothèses de programme de construction nouvelle dans le secteur fait apparaître un nombre de 10 maisons environ, l'estimation de la valeur du taux pour le financement de l'opération permet de déterminer une assiette globale de la taxe d'aménagement égale à 602 650 €. Vous avez le détail en dessous. Détermination du taux. Considérant que le taux correspond au rapport entre le montant des travaux à la charge du pétitionnaire, 120 604 €, et l'assiette globale prévisionnelle, 602 650 €, ce qui donne un taux réel de 20%. Il vous est proposé d'instituer une taxe majorée au taux de 20% sur le secteur de l'impasse des sports délimité sur le plan joint, de reporter la délimitation de ce secteur dans les documents d'urbanisme en vigueur, dont le futur PLU, de charger M. le maire en tant que de besoin de l'exécution de la présente délibération. Voilà, il y a eu un nouveau texte, hein, oui. Oui, je voulais vous demander si la taxe majorée de 20% concerne aussi le projet ultérieur. Le projet ultérieur, c'est-à-dire ce qui n'est encore pas fait là. C'est uniquement pour ce projet ultérieur, quoi. Puisque pour l'autre, on avait déjà voté les 20% de majoration. Mais le morceau de route, là, pour le projet ultérieur, c'est aussi à la commune de le faire? Ben, pour l'instant, il y a la route qui monte et il y a juste le rond-point. La zone de retournement. Il y a encore un bout de bois à faire, quoi, avec l'assainissement, avec tout ce qui va avec, quoi. Ah, si on prolonge encore, vous voulez dire la place des sports? Non, non. À partir de la zone de retournement, là, vers les terrains d'Henri, quoi. Hein, je crois que c'est à Henri, ces terrains. Hein? Non, il n'y a plus de travaux à faire. Ben, si, tu vois, d'après le plan, là, il y a un bout de route à faire qui rentre dans les terrains. Pour alimenter. Projet ultérieur, c'est en Achurie.
Si la question est, est-ce que si Henri construit là-bas, il peut avoir la taxe d'aménagement, la réponse est oui. Oui. Non, mais le morceau de route qui... Quand même que sans lui, on n'aurait pas pu faire ce truc, puisque c'est lui qui a cédé un terrain pour l'aire de retournement. Non, mais le morceau de voirie qui reste à faire là, qui rentre en fin de compte dans son lotissement, quoi. Non, mais il reste rien à faire, c'est fini. Bah, ce croquis, il y a un morceau de route. Pardon? Ce croquis, il y a un morceau de route. Ah. Non, mais il y a une modification qui est intervenue. La réalisation est conforme. Non, bah, il n'y a pas tout le monde. Ouais, et puis ça continue tout droit. Vous allez voir ce place, il n'y a pas ce tronçon n'existe pas. Non, il n'existe pas, mais justement, comme il est dans le projet ultérieur. Non, il n'existe pas. Donc il faut le faire. Non. Non, c'est en fait un plan qui a pas été validé dans sa Ça a été totalité. redessiné, je vois le programme, mais Parce que il y a si on veut, si on ne met pas le bout de route, il y a les terrains derrière qui ne sont pas accessibles, quoi. Oui, non, mais de toute façon, la route, elle va que jusque-là. C'est là que ça va construire, plus un bout là en bas. Non, mais oui. Mais pas là, là, t'as le terrain d'en haut. bien, et qui s'oppose à l'instauration de la taxe d'aménagement majorée à base de sport? Personne? Qui s'abstient? Personne, merci. Et nous passons au point numéro 10, qui concerne une remise gracieuse. Voilà, il s'agit d'un agent communal qui ne figure plus dans les effectifs, qui a été mis en invalidité, si je ne me trompe pas. Et pour lequel on a constaté à un moment donné un trop perçu de 5 296,38 €. Bon, c'est pas quelqu'un qui roule sur l'or, et puis en plus, il habite la messe, il venait tous les jours. Et donc, le point consiste à accorder donc une remise gracieuse à ce monsieur pour qu'il n'ait pas remboursé les 5 296,38 € à la commune. Oui. Qui c'est qui a fait l'erreur de, quand il lui a versé un demi-traitement alors qu'il était en invalidité? C'est pas une erreur, c'est le temps que la CNRACL traite son dossier de retraite. On ne peut pas arrêter de le payer. Et simplement, la CNRACL a beaucoup de retard à ce moment-là. Donc il faut simplement qu'il rembourse le truc là-dessus. Sauf que ça, comme c'est mal fichu, les personnes ne vont pas dans les sous, les dépenses. Ouais, bah oui. Ça, c'est... Quand tu vas te reprendre, Voilà, moi je vous propose de voter cette remise gracieuse. De toute façon, c'est pas la Et je peine. vous pose donc la question, qui s'oppose à cette remise gracieuse? Personne? Qui s'abstient? Personne? Donc le point est adopté, je vous remercie. Je vous remercie pour lui. Je passe en point numéro 11, recensement de la population. Combien tu ressens que vous avez été André. Occupant d'agents recenseurs, vous êtes informé que l'INSEE est chargé de l'organisation et du contrôle de la campagne de recensement de la population. Les communes sont, quant à elles, tenues de préparer et de réaliser des enquêtes de recensement, mais également de recruter et d'affecter les agents recenseurs à la collecte. Il vous est proposé, dans le cadre de ce recensement qui se déroulera du 17 janvier au 16 février 2019, de recruter 13 agents recenseurs pour couvrir l'ensemble des districts du banc communal. Voilà, des questions? Oui, c'est un point technique, il faut bien parler des agents recenseurs. Bien, alors qui s'oppose au recrutement de ces 13 agents recenseurs? Personne. Qui s'abstient? Personne, je vous remercie. Nous passons au point 12, recensement de la population, fixation de la rémunération des agents recenseurs. Je passe la parole à Roland. Donc le conseil municipal est informé que l'État apporte une dotation forfaitaire à la commune pour lui permettre de financer les frais engendrés par l'opération de recensement. Cette dotation est calculée par l'INSEE en fonction de la population légale en vigueur au 1er janvier 2018
le nombre de logements publiés sur le site de l'INSEE en juillet 2018 et d'un taux de réponse par Internet estimé et fixé par arrêté. À l'instar des modalités fixées lors de la dernière campagne de recensement, il est proposé de rémunérer les agents recenseurs au prorata du nombre d'imprimés qu'ils auront collectés, que ce soit par papier ou par Internet. Il est proposé d'inscrire au budget 2019 la dotation forfaitaire allouée à la ville qui s'élève à 10 346 € pour la campagne de recensement 2019. Lors de la dernière campagne de recensement, la dotation s'élevait à 12 186 €. Compte tenu de la baisse de dotation de 4%, il est proposé de réduire d'autant le taux de rémunération des agents recenseurs. Il est ainsi proposé au conseil municipal de fixer les taux de rémunération comme suit: 1,50 € par bulletin individuel récolté, papier ou Internet, contre 1,72 € précédemment. 1 € par feuille de logement récolté, que ce soit par papier ou par Internet, contre 1,13 € précédemment. Les 2 séances de formation obligatoire seront rémunérées à 20 € par séance. Le conseil municipal est informé aussi que la ville de l'hôpital a été désignée par l'INSEE pour tester un nouveau protocole de collecte, puisque là vous avez entendu qu'il y a des formulaires papier, mais il y a aussi la possibilité de passer par Internet. Les agents recenseurs devront, lors de la tournée de reconnaissance, effectuer un recensement de toutes les adresses individuelles, pré-remplir les notices Internet, les mettre sous pli et les déposer à chaque logement concerné le premier jour de collecte. L'INSEE espère ainsi que près de 50% des ménages résidant dans une maison individuelle se recenseront par Internet sans qu'il n'y ait de contact direct avec l'agent recenseur. Compte tenu du travail supplémentaire demandé aux agents, tournée de reconnaissance plus recensement de toutes les adresses comportant un seul logement, plus le remplissage des notices Internet, plus la mise sous pli à distribution, et malgré l'absence de dotation complémentaire, il est proposé d'ajouter une ligne de rémunération supplémentaire de 50 € par agent recensé. Donc, le conseil municipal est appelé à autoriser M. le maire à nommer par arrêté les agents recenseurs recrutés aux conditions que je viens d'énumérer. Très bien. Qui s'oppose à ces rémunérations? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Je passe au point 13, intégration directe. Bon, vu les textes de loi existants, et considérant que les cadres d'emploi d'origine et d'accueil relèvent de la même catégorie statutaire A, B ou C qui sont de niveau comparable au regard des conditions de recrutement de la loi d'émission, et vu l'avis favorable de la CAP du 14 octobre 2018, donc je demande vous informer que dans le jeune technique principal de deuxième classe, travaillant au service scolaire a formulé une demande d'intégration directe dans la filière administrative. Il est proposé de nommer cette agence le poste d'agent administratif principal de deuxième classe à compter du 1er décembre 2018. Des questions? Bon, pour tout cas, j'avais quelqu'un qui était aide maternelle, qui a repris le poste de l'archive. Bien, qui s'oppose à cette intégration directe? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Point 14, création de poste. Afin de faire face à la nouvelle affectation d'un agent dans la filière administrative, il est proposé au conseil municipal de déclarer la vacance de poste d'un agent technique territorial à compter du 1er décembre 2018. Donc en fait, la personne dont on parlait tout à l'heure a libéré un poste d'aide maternelle qu'il faut évidemment pourvoir, puisque déjà, ils ne sont pas très nombreux, puisqu'ils sont là à 2 pour 3 classes. Voilà. Donc il y a besoin de créer un poste.
finalement, ça ne fera pas forcément l'objet d'un... Enfin, si, c'est un poste supplémentaire en l'occurrence, mais le poste qui est occupé aux archives était occupé déjà, et la personne qui s'occupait des archives a demandé sa mise à la retraite. Donc, 2 postes seront payés 2 postes, alors que 2 postes étaient payés 2 postes. Rien ne change. Oui. Dans le cadre de la création de postes, je voulais vous demander, vu les articles qu'il y avait dans le journal dernièrement, qu'en est-il du poste d'adjoint aux travaux? Pardon? Qu'en est-il du poste d'adjoint aux travaux? Il n'y a pas pour l'instant. Hein? Pour l'instant, il n'y en a pas. Non, parce qu'on a eu les articles hier, il n'y a pas... Je pensais quand même que vous alliez dire dans les communications quelque chose. Il n'y a pas d'obligation de remplacer un adjoint démissionnaire. Il est démissionnaire, c'est fini. Hein. Ah bon? Donc il n'y a pas d'adjoint de... Ouais. Non. Personne qui reçoit cette fonction. Bah, sinon, vous le sauriez, ça passe à la fonction municipale, sinon. Création de poste. Personne qui s'abstient. Personne, je vous remercie. Nous passons au point 15, avancement de grade. Vu les décrets et la délibération, afin de permettre un avancement de grade, et proposer de modifier le tableau d'effectifs comme suit accordé le 1er décembre 2018, création de la poste d'adjoint administratif principal de première classe. Pas de problème, je pense. Pas d'opposition. Pas d'abstention, merci. Donc nous passons au point numéro 17. Motion relative à la reconstitution de la nappe. Pardon, 16. La nappe du Grégorien. Oui. Voilà, le point 16 concerne la mise en place d'une part supplémentaire d'IRSE, indemnité des difficultés administratives dans le cadre du RICSEP, décret du 5 décembre 1946. Alors vous savez que le RICSEP, on en a parlé souvent, c'est le moyen technique qui est trouvé pour regrouper toutes les primes que vous pouvez verser aux agents territoriaux. Alors, cette indemnité administrative n'y figurait pas. Donc, il s'agit simplement de l'intégrer au RICSEP. À compter du 1er décembre 2018. Alors, bien sûr, c'est un montant qui est établi en fonction de l'indice majoré. Donc, juste l'indice 341, ça représente 14 400 €. Francs. Oui, en fait, il faut regarder la dernière colonne, sur 1,83 €. Je veux dire, c'est moins de 4 €. 342 et 770, ça représente 2,29 €. Et à partir de 771, ça représente 3,05 €. C'est quand même dans ce style. Annuellement, donc vous voyez, c'est pas des sommes astronomiques. Hein. Mensuel. Mensuel, pardon, mensuel. Bien, ça sera repris. Alors, qui s'oppose à cette intégration de l'indemnité administrative dans le RICSEP? Personne qui s'abstient? Personne, merci. Cette fois-ci, c'est le point 17. Motion relative à la reconstitution de la nappe des grès du trias inférieur. Je passe la parole à Bruno. En date du 19 septembre 2018, les services de l'État ont transmis aux communes de Saint-Avold, l'hôpital Carmin, Marchpan, Porcelet et Dizaine des demandes d'informations relatives à l'élaboration d'un futur portail à l'essence dans le cadre de la reconstitution de la nappe des GTI, c'est le vrai trias inférieur. Les plans joints au courriel des services de la DDT dans le cadre d'un scénario conservatoire font état de nombreuses zones urbaines et périurbaines pouvant être impactées par la reconstitution de la nappe phréatique en situation affleurante ou subaffleurante.
Il est à noter que les mesures envisagées par l'État font suite à la reconstitution de la nappe des GTI provoquée par l'arrêt de l'exploitation minière ainsi qu'à l'arrêt des pompages des eaux d'exor des mines. Pour mémoire, les houillères du bassin de Lorraine ont été instituées par la loi du 17 mai 1946. Le transfert des houillères du bassin de Lorraine, Charbonnage de France, a été acté par la loi du 3 février 2004 et la dissolution des houillères du bassin de Lorraine par arrêté portant dissolution effective depuis le 29 février 2004. Lors de la remise au service de l'État par les houillères du bassin de Lorraine, la mémoire d'arrêt des travaux miniers de la concession de Sarre-et-Moselle, rédigée en 2004, les hypothèses adoptées ne faisaient apparaître aucun impact sur les zones urbanisées. Le relèvement des cotes piézométriques ne devait en aucun cas impacter l'urbanisation des communes concernées. À la lecture du scénario de gestion de l'eau après l'arrêt de l'exor minier des secteurs centre et est, rédigé par le bureau d'études César en 2004 à la demande de Charbonnage de France, il est fait état d'une modification importante de la situation hydrogéologique dans les secteurs qui sont partiellement urbanisés, en constituant de fait des zones sensibles. Le même document fait état des mesures conservatoires par pompage aux frais exclusifs des services de l'État devant permettre un parfait contrôle des amplitudes altimétriques et remontées de la nappe. Les plans annexés au courriel du 19 septembre 2018 font apparaître des zones impactées par la reconstitution de la nappe des GTI, bien plus importantes que les zones cartographiées dans les documents remis par Charbonnage de France au service de l'État avant l'arrêt des exploitations. L'analyse des différents documents et études permet de conclure à une responsabilité entière des services de l'État face aux situations actuelles et futures. À ce titre, l'État se doit de respecter toutes les prescriptions fixées et de mettre en œuvre les mesures compensatoires définies dans le cadre de l'arrêté du 5 août 2005 pour contenir le niveau de la nappe à une cote altimétrique assurant la préservation des zones urbanisées comme des infrastructures susceptibles d'être impactées. L'État s'étant engagé à protéger toutes les zones bâties dans les secteurs des mines de houille, conformément à l'article 5 de l'arrêté susvisé. Il est proposé d'adopter cette motion, de demander à l'État de respecter ses engagements en mettant en œuvre toutes les mesures compensatoires nécessaires à la préservation du bâti existant. De demander à l'État la mise en œuvre des mesures compensatoires permettant la réduction des impacts sur les zones à urbaniser. De demander à l'État la prescription d'un plan de prévision des risques miniers, le PPRM, actualisé périodiquement. De demander à l'État la prescription d'un plan de prévention des risques inondations, PPRI, actualisé périodiquement. De porter à la connaissance du public ainsi que des principaux intervenants dans ce dossier les intentions de l'État par rapport à ses obligations. Donc il faut rappeler que en France, quand on est propriétaire du sol, mais pas de ce qu'il y a en dessous. Ce qu'il y a en dessous appartient à l'État, quoi que ce soit. Donc c'est l'État qui est propriétaire de tout ce qui est en dessous des habitations, et c'est l'État qui a autorisé l'exploitation charbonnière. Donc il est logique qu'on réclame à l'État d'assumer la responsabilité des conséquences de l'exploitation charbonnière. Voilà en fait ce que rapporte cette motion. Oui. Est-ce qu'il est possible d'avoir une copie des plans pour savoir les zones qui sont impactées par les remontées d'eau là? Oui, ils sont consultables dans le bureau du DGS. Sur l'hôpital, on n'est pas concerné par grand-chose. Non. C'est les fonds de vallée, les trois tentacules qui vont là, vers les usines là. Bon, c'est les sources qui sont créées. Hein, Ouais. Et je passe au niveau du lotissement du Petit Pont, puisque c'était une zone, mais pas la partie construite, on avait même imaginé dans le cadre du PLU de créer encore une place à bâtir, justement il ne faut pas, parce que celle-là, elle risque de... Donc ça avait été fait correctement. Voilà, qui s'oppose à l'adoption de cette motion? Personne. Qui s'abstient? Personne, je vous remercie. Pour le point 18, pétition portant sur la garantie constitutionnelle en faveur du droit local alsacien-mosellan.
l'association Alsace-Moselle a lancé une pétition appelant l'ensemble des parlementaires d'Alsace et de Moselle à soutenir une proposition de garantie constitutionnelle en faveur du droit local alsacien-mosellan dans le cadre de la prochaine réforme constitutionnelle prévue par le gouvernement. Il s'agit notamment de lever le fait de dénigance par la jurisprudence Somodia du Conseil constitutionnel d'assurer un développement cohérent du droit local, tout en conservant l'esprit qui a prévalu à son maintien en droit français lors de la réintégration de l'Alsace-Moselle à la France en 1918. Donc le Conseil municipal est invité à signer cette pétition et à apporter ainsi son soutien à un corpus de règles au service des justiciables, des entreprises et des associations qui a fait ses preuves et auquel nombre d'habitants de notre département demeurent attachés. Bien, alors qui s'oppose à la signature de cette pétition? Personne. Qui s'abstient? Personne, je vous remercie. Et nous passons au point 19, dénomination de nouvelle rue. Alors il se trouve qu'on a depuis longtemps un gros problème au niveau du puits 2, puisque tous les bâtiments qui se situent là-bas sont identifiés comme 59 rue de la Gare. Or vous savez, il y a 3 entrées. Il y a l'entrée haute vers l'ancien CET, il y a l'entrée des ateliers municipaux, et il y a plus bas l'entrée vers le complexe Jean-Marie de Conti. Alors la proposition, c'est de nommer la rue du Bas, là où on va vers le complexe Jean-Marie de Conti, c'est de l'appeler carrément rue Jean-Marie de Conti. Et la partie la plus haute, là où il y a l'ancien CET, rue du Major Sébastien Turin. Bon, vous le savez, la gendarmerie, l'armée a rendu un hommage officiel à Landreville. Avant les obsèques, je crois que notre tour est venu de nous aussi de rendre hommage à l'action courageuse de ce gendarme. Est-ce qu'il y a des questions? Le gendarme, rien contre notre truc comme ça. Oui. Ce gendarme, il est mort d'un accident de bagnole. Hein. Ah oui, hein. Il n'a pas. C'est grave. Que l'État qui va faire des endommages, ok, pas des endommages, ok. Mais je crois je crois qu'il y a d'autres gens aussi méritants qui auraient d'être la vie de l'hôpital. Ça reste un banal accident de voiture. Dans le cadre de ses fonctions, je suis d'accord. Et ça reste un accident de bagnole. Alors qu'il sauvait quand même... Il ne sauvait personne. Il allait sur un accident de voiture, il s'est retrouvé là par hasard. Il est sorti de la bagnole, il a eu l'autre voiture et une voiture à coucher. Voilà. C'est un accident de travail, c'est un accident de bagnole. C'est pas un fait de guerre, c'est pas un fait héroïque. Ça aurait pu arriver à n'importe quel automobiliste qui n'était pas gendarme et qui a une forme de seconde voiture. Oui, mais lui, il l'a fait. Bon, c'est comme Lui, il l'a fait parce qu'il était sur place. c'est quand même un accident qui a suscité une vive émotion Oui, bien sûr. partout. Hein, D'accord avec toi. Je ne vous opposerai pas à ça. Mais moi, je pense que les gens il y a un premier des gens à l'hôpital qui ont. oui. Il y a une rue qui s'appelle rue Marguerite Imhoff, elle a juste eu le mérite de vivre 100 ans.
Non, mais parce que c'est. Non, mais En bientôt, disant ça, il faudra c'est vraiment, prendre toutes les c'est vraiment- rues du nom de chaque centenaire qu'on a eu, parce qu'on en a eu d'autres depuis. Et je trouve que ça, c'est quand même plus important que Oui, enfin, moi je pose simplement la question, je dis simplement que le jour où il faudra débaptiser une rue, parce qu'il manquera d'une rue, parce qu'on voudra honorer quelqu'un d'autre, parce qu'il y a eu des faits plus importants. Et ça c'est mémoire. À ce moment-là, un jour, vous pouvez dire que quelqu'un qui meurt d'un accident de travail parce qu'il tombe d'un échafaudage qui est un peu connu, on va avoir une autre chose. Mais pendant que tu tombes d'un échafaudage, tu n'es pas en train de sauver la vie de quelqu'un. Disons qu'il y a beaucoup de qui essaient de rattraper, qui meurt. Il a fait une geste de sauver quelqu'un. Tu peux chercher 56 000 opérations. Mais si c'est juste pour faire. Moi, je voudrais juste sensibiliser à ça. C'est tout. C'est pas un fait d'armes, c'est un accident dans sa fonction, quoi. C'est ses fonctions, comme dans tout un chacun. Après, C'est un bon fonctionnaire. Oui. Que l'armée, que la brigade est honorée, que le ministre est honoré, etc. Il ne peut pas dans le même cadre que c'est mort d'un attentat, par exemple. Voilà. Tu vois? Il faut remettre quand même des choses dans leur contexte. Hein. Moi, le père, je connais très bien, je n'ai pas de soucis avec lui, je n'ai pas de soucis ni avec les jeunes que je connaissais aussi. Hein. Même connaître ces réflexes-là et qu'on dise. Bien, voilà, je propose de passer au vote. Qui s'oppose à cette dénomination nouvelle? Personne qui s'abstient? Personne, le point est adopté, je vous remercie.